Et salut à toute la grande famille du Vilan. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu vous voir et j'ai donc plein de choses à vous dire et je suis très heureux de faire cette vidéo. On va parler d'un retour d'expérience qui a été qui a généré des changements radicaux chez moi. Et c'est parti d'un travail, vous savez, il y a 6 ou 7 mois, je faisais une vidéo qui s'appelle la raison universelle et la déprogrammation du système. Donc c'était moitié philo, moitié programmation MK. Mais suite à ça, j'ai continué à explorer ce domaine-là. En fait, chercher à comprendre qui crée le conditionnement, comment se fabrique le conditionnement et pourquoi se fabrique le conditionnement. Et c'était vraiment pas simple à démêler. D'ailleurs, c'est pas simple non plus à expliquer, donc je vais commencer par euh, les deux définitions du pourquoi, du comment et de la définition du conditionnement, ok. Et je vais te donner aussi des conclusions dès le début, parce que normalement tout le reste qui peut être un petit peu anarchique sera là pour affiner cette première partie de vidéo où je te donne les définitions et les conclusions finalement. Comme ça tu pourras te taper le reste de la vidéo si ça t'intéresse et te tirer si ça t'intéresse pas. Donc la première chose, le conditionnement, je te donne la construction que j'ai faite de sa définition, et je te la donne dans la version la plus courte. Le conditionnement est un processus, conscient ou inconscient, d'adaptation. Alors évidemment, nous, on va se concentrer uniquement sur celui qui est inconscient. Donc ça, c'est la première chose. Le conditionnement est un processus, conscient ou inconscient, d'adaptation. La deuxième chose, c'est que je ne savais pas comment, ni pourquoi. Alors comment, en fait, c'est tout simplement en installant un programme. Oui, mais alors comment, pourquoi on met le programme? Quand j'étais petit, je n'avais pas conscience que j'avais un ego. J'avais quelqu'un qui parlait à ma place, qui était là pour m'aider, en fait, pour plein de choses. Et quand la société, de manière générale, les parents, les copains, l'école, la société de manière générale, quand elle me renvoyait euh, comment dirais-je, un décalage, un dysfonctionnement, un refoulement de ce que je ressentais, un désaccord avec ce que je ressens, une contradiction, une dissonance. À chaque fois que le système est venu créer une dissonance par rapport à ce que je ressens, mon ego, pour m'aider, il a construit un pont, il a construit une déviation, un nœud, un programme, pour compenser ce désaccord. C'est-à-dire que pour m'aider à m'adapter, pour m'aider à accepter ma condition et ce refoulement du refoulement de ce désaccord, pour m'aider, il a créé un programme qui va se mettre en marche à chaque fois qu'il va y avoir un stimuli qui se rapproche du mini-traumatisme originel, c'est-à-dire le moment du refoulement. Et une fois que le programme est lancé, c'est l'ego qui a fait sa petite sauce. Donc toute notre enfance, l'ego n'a fait que compenser tous les désaccords. Donc nous sommes blindés de désaccords. Et il faisait ce qu'il voulait à l'époque parce que nous ne conscientisons pas sa présence et donc nos comportements. Et donc nos conditionnements. C'est bien le problème du conditionnement, c'est qu'on ne le voit pas. Parce que il a été fait quand on était petit et qu'on a toujours vécu dedans. Donc on a du mal à s'en extraire. Et puis, comme je vous le disais, il a eu pour but de nous aider à nous adapter. Donc c'est vrai que naturellement, on ne veut pas se désadapter. Donc voilà, finalement, pourquoi apparaît le conditionnement? C'est parce que il y a un décalage, il y a une dissonance, une contradiction interne que l'ego est venu compenser pour nous protéger, nous aider à nous adapter. Et comment? Par le programme. Il met un petit programme en route qui est un fonctionnement de pensée, d'accord? Une sorte de système d'autodéfense qui va permettre d'accepter la situation. Donc voilà le pourquoi, voilà le comment et sa définition la plus courte. Ensuite, je vais te donner les conclusions parce que c'est très difficile à articuler et ça sera beaucoup plus simple pour moi à essayer de te l'exprimer. Il y a 3 conclusions à ça parce que dans ce processus, il se passe plein de choses qu'on va voir après. Ce processus génère finalement une bouillie mentale, donc génère des zombies. Ça génère des esclaves d'eux-mêmes, des esclaves de leur propre comportement. Et donc, par ces conclusions, je peux te dire et te démontrer, c'est ce que je vais essayer de faire, que finalement le bonheur nous est toujours accessible et que le malheur n'est qu'une déformation inconsciente de notre bonheur. Je sais que ça fait un peu lourd,
Mais on va faire ça assez simplement, finalement, je vais te raconter ce qui s'est passé. Parce que moi, je l'ai vraiment vécu, j'ai été dans l'expérience. Donc, suite à cette vidéo d'il y a 7 mois, j'ai commencé à m'observer. À m'observer agir, à m'observer parler et à m'observer penser. Le premier constat, ça a été que parler et agir découlaient d'abord de la pensée. Donc je les ai éliminés, je me suis uniquement concentré sur le processus de pensée. Donc j'ai fait vraiment une descente dans mon fonctionnement mental. Je vous assure que c'était pas très joli à regarder. Donc le premier constat, comme je vous l'ai dit, c'était de voir finalement que agir et parler, c'était d'abord penser. Donc je me suis concentré sur mon fonctionnement de pensée, et j'ai commencé à percevoir que j'avais plusieurs fonctionnements que je répétais en boucle, comme ça, 10 fois par jour, par semaine, par mois, par année, par décennie, hein, parce que ça fait longtemps que je vis comme ça. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'était que finalement, ces fonctionnements que j'avais par jour, etc., ils n'avaient pas l'air d'avoir de sens. C'est-à-dire que quand je les regardais, à première vue, ils servaient à rien. On ne sait pas pourquoi ils étaient là. Et bien sûr, moi je n'avais pas encore cette définition, cette articulation du comment et du pourquoi. Donc moi je me suis dit, merde, c'est marrant, ça n'a pas l'air d'avoir de sens. Donc je vais fouiller, je vais zoomer, je vais rentrer dans ce fonctionnement et je vais regarder de quoi il est composé. Là aussi, la surprise était assez grande. Finalement, j'étais dans le passé, souvent dans le passé, à projeter de la culpabilité, de la rancune, et essayer de l'analyser pour essayer d'anticiper mon futur, de l'améliorer, de le maîtriser. Quand j'étais pas dans le passé, j'étais dans le futur, à projeter encore, tu vois bien, des attentes, des désirs, la crainte, la peur. Et quand j'étais ni dans le passé ni dans le futur, j'étais dans le présent, à vouloir essayer de contrôler mon avenir proche, d'accord. Et aussi dans la résistance. On se donne beaucoup de mal pour résister à des choses, et là c'est le premier point clé de la vidéo, à des choses qui ne dépendent pas de nous. Or, si tu comprends bien mon fonctionnement de pensée, qui se répétait comme ça inlassablement au fil des années, c'est que ni le passé, ni le futur, ni le contrôle, ni cette résistance ne dépendaient de quelque chose qui dépend de moi. Ça dépendait pas de moi en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse, elle n'est pas dépendre de moi non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce temps, toutes ces années, a créé une pourrie égotique, une bouillie égotique, c'est-à-dire une bouillie de projections, de toujours réfléchir, à imaginer des problèmes, à essayer d'anticiper les problèmes qu'on vient d'imaginer, à essayer de vouloir résoudre le passé qui est déjà résolu, tu sais, comment j'aurais pu faire pour ne pas le perdre, etc., etc. Et tu te rends compte qu'en fait, enfin pour moi, je parle de mon fonctionnement, après je suis pas... le fait de voir ces fonctionnements, et on va voir pourquoi, ça met en surbrillance tous ceux des autres. Et donc finalement, toute la journée, quand j'étais en train de penser, quand j'étais pas à faire autre chose qu'en train de penser, j'avais une bouillie permanente, une bouillie qui ne dépendait pas de moi. Une bouillie qui sert à que dalle. Une bouillie qui est inutile, une bouillie qui est improductive, une bouillie qui est involuante. Sauf que je les voyais pas, ces mécanismes. Et donc c'est quand même assez fou, parce que finalement tu te dis, putain, je fonctionne comme ça depuis des décennies, ce que je pense, ça n'a pas de sens, d'accord? Et comment c'est généré? Et ça sert à rien. J'ai perdu énormément de temps à spéculer, à extrapoler sur des probabilités, sur des possibilités, sur des choses qui ne dépendent pas de moi. Or, ce point de vue, il est hyper important, parce que ça renverse le miroir. Je m'explique, je te donne des exemples. Ça renverse le miroir. La télé est un magnifique outil de programmation, d'accord? Mais si tu comprends bien les conclusions et le mécanisme du conditionnement, alors la télé n'est pas un problème. C'est ton comportement face aux écrans qui est un problème. Et c'est la conscientisation de ce comportement. Un autre exemple, les gilets jaunes se posent la question de savoir comment on va faire pour que l'État nous donne ce que nous voulons. C'est une bonne question, mais elle ne dépend pas d'eux, elle ne dépend pas de nous, le peuple. Donc il faudrait trouver plutôt une question qui dépend de nous. Tu sais, qu'on pourrait tout de suite... Et la question qui me vient tout de suite à l'idée, c'est finalement, comment on fait pour qu'un peuple ne soit plus jamais soumis à son propre État, comme il l'est aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question, parce que la réponse, tu l'as. Elle te concerne. Tu dépends d'elle. Elle dépend de toi, je veux dire. Donc tu te doutes bien, quand je me suis aperçu que j'avais une bouillie dans la tête, j'ai dit, c'est fini.
je vais enlever purement et simplement tout ce qui ne dépend pas de moi. Tout. Et je n'y prêterai plus jamais attention. Ni dans les pensées, ni dans l'intention, ni dans les gestes, ni dans les faits, ni dans les dires. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu te retrouves avec un grand vide. Tu te retrouves avec un grand vide dans ta tête. Et ce grand vide, eh ben, en fait, c'est les choses qui dépendent de toi. Tout le reste, ça dépendait pas de toi. Donc, en fait, ce qui dépend de toi, c'est le tout petit truc qui est là, tu vois. Et donc, effectivement, ça fait un grand vide. Ça fait un grand vide, et qu'est-ce que ça veut dire, ce grand vide? Ben, ça veut dire que ça fait silence. Ça veut dire que ça fait silence, et ça veut dire que ça fait plénitude. Parce que dès que tu enlèves les projections dans le passé, les projections dans le futur, ton présent empreint de contrôle, d'illusion de contrôle et de résistance aux choses qui ne dépendent pas de toi, eh ben, t'es dans la plénitude. T'es dans le présent. T'es dans le bonheur. Parce que dans ce présent, comme il n'y a aucune projection, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de manque. Et tout est là. Tout est là, ça suffit. Et c'est la plénitude. Et c'est pour ça que, finalement, on voit que le bonheur nous est toujours accessible. Je vais te donner une grille de lecture. La société nous vend le désir, enfin le bonheur comme l'assouvissement de nos désirs. Or, c'est totalement l'inverse. Une fois de plus, avec le raisonnement du conditionnement, on voit bien que finalement, c'est notre comportement face à notre désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si je ne prends pas conscience du comportement face à mon désir, j'en suis sujet. Je suis sujet à mon désir. Et je suis soumis à mon désir. Et si je suis soumis à mon désir, par extension, celui qui possède mon désir, bah, indirectement, je me soumets à lui. Or, on voit bien que c'est l'inverse qui permet le bonheur. En fait, le fait de dire c'est l'assouvissement du désir qui mène au bonheur, c'est ouvrir une parenthèse pour le malheur, pour ne pas être heureux. Parce que quand tu n'es plus sujet à tes propres désirs, alors le fait de ne pas l'avoir ne te rend pas malheureux. Et donc finalement, tu t'aperçois que le bonheur n'est qu'une façon de voir les choses. Le bonheur, il est toujours là, mais on le déforme, notre ego le déforme, et on n'arrive pas à le voir. Et cette notion de bonheur, elle est importante, puisque vous voyez bien que ça crée toujours des frustrations. Et donc on voit bien le lien avec l'espèce d'esclavage. Et avec cette histoire de, vous voyez bien, finalement, si dans une société j'injecte massivement des dissonances, des désaccords internes, etc., je vais solliciter l'ego des gens. Je vais solliciter l'ego et solliciter des comportements dont ils n'ont pas conscience. Parce qu'effectivement, quand j'étais petit, je n'avais pas conscience que j'avais un ego. Aujourd'hui, j'en suis conscient, et donc j'arrive à voir mes propres conditionnements. Je vois ce que je ne voyais pas inconsciemment parce que c'était mon ego qui parlait. Comme je vous l'ai dit, un stimuli, le programme se lance. Et quand c'est le programme, c'est l'ego qui parle, c'est pas vous, et vous ne vous voyez pas. Je vous assure, ce n'est pas vous, et vous ne vous voyez pas. C'est la deuxième partie de la vidéo, quelque part. C'est qu'il faut distinguer l'être de ses conditionnements, parce que c'est pas nous. Une preuve assez simple, regardez les émissions comme Confessions intimes. Vous voyez bien, quand les gens se voient dans leur conditionnement, ils disent ah, c'est pas moi. Et non, effectivement, c'est pas eux. C'est leur ego, par le biais du programme, par le biais du traumatisme que l'ego a compensé quand ils étaient petits et qu'ils n'ont pas pu, qui n'ont pas regardé finalement ce fonctionnement depuis. Et donc, cet ego, finalement, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'on est tout petit, il a toujours fait ce qu'il voulait. Il a compensé comme il voulait. Et si vous prenez conscience d'une certaine chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand je vois le conditionnement que l'ego a créé pour compenser quand j'étais petit, quand je le vois et que je décide qu'il ne me sert plus à rien, qu'il est inutile. Ce qui se passe pour la majeure partie d'entre nous. Hein. C'est-à-dire que tous nos fonctionnements sont inutiles, ils ont eu un sens quand nous étions petits, aujourd'hui il n'y en a plus du tout. Donc ce qui se passe quand vous déconditionnez, hein, vous décompensez ce que l'ego a compensé, et bien vous faites un retour en arrière. Un retour en arrière vers votre état originel, celui qui n'avait pas ce conditionnement. Et c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ces conditionnements sont des parasites. Ce sont des parasites qui font beaucoup de bruit. Ah, ils font beaucoup de bouillie, beaucoup de purée, là, comme ça, c'est sans arrêt. L'ego, c'est son but. L'ego, lui, déteste le bonheur. Comme je vous l'ai dit, le bonheur, qui est dans le présent, complètement absous de tout ce qui ne dépend pas de nous, et donc l'ego n'aime pas le bonheur. Puisque par définition, quand on est dans l'instant présent, dans la plénitude, l'ego n'est pas là. Mais lui, il veut faire que ça, lui. Lui, il veut compter, calculer, comparer, analyser, expertiser, blablabla, lui, il est tout le temps plein de balles. Et c'est ce que
le système nous renvoie tout le temps. Il est tout le temps en train de solliciter l'ego. Parce qu'il a injecté massivement des dissonances en nous. Et donc on est conditionné, on voit plus nos conditionnements, et c'est surtout qu'on n'arrive plus à s'entendre avec tout ce bordel. Qu'est-ce que j'entends par s'entendre? Je ressens et je sais que je suis traversé d'informations. Donc pour moi, il est question de capter cette information. Comme cet enfant qui avait cette facilité, cette simplicité à y accéder, et qu'on est venu finalement mettre des barreaux au fur et à mesure. Il y a une image qui est sympa avec l'histoire du barreau. Avec l'histoire des barreaux, c'est un abonné qui m'en a parlé, et qui lui donnait l'image d'un ours qui était resté sans arrêt dans sa cage depuis qu'il était tout petit, et que assez rapidement, son ego, pour compenser, pour rester occupé, parce que l'ego, il aime bien calculer, rester occupé, etc. Alors l'ours, il s'est mis à tourner autour de sa cage, comme ça des années et des années. Et puis, au fur et à mesure des années, ils ont commencé à enlever un barreau, et puis un autre, et puis un troisième, etc. Et arrivé un moment, il n'y avait plus de barreau. Mais l'ours, il a continué à tourner en rond. En fait, il a tourné en rond librement. Eh bien, c'est exactement de ça qu'on parle. On tourne librement. Alors effectivement, je suis libre physiquement. Là, je peux aller là si je veux, je peux aller boire un café où je veux. Mais on ne parle pas de cette liberté. Je suis libre là. Techniquement, physiquement, je suis libre. Mais je ne suis pas libre de ma tête. Je ne suis pas libre de mes comportements. Je suis sujet à mes comportements et en plus, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Parce que quand le programme est lancé, on ne peut pas le voir. Et si toi, tu vois que le programme se lance et que tu essayes de montrer à la personne, à l'être, qu'il est dans son conditionnement, là, c'est retour de bâton direct. Il ne peut pas le voir. Donc il va falloir attendre que le programme se termine pour pouvoir essayer de lui montrer. Puisque le fait de le voir, d'en prendre conscience, fait que naturellement, il a tendance à disparaître. Et donc, quand j'ai balayé tout ça, le passé, le futur, le présent, etc., j'ai arrêté de mentaliser. Moi, j'étais un mec qui passait 90% de mon temps lunaire, dans ma tête, à faire tout un tas de cinoches, qui servaient à rien. Et bien, en quelques semaines, même pas deux, tout ça, ça a radicalement changé. Et toute ma famille a pu que le constater. C'est-à-dire c'était vraiment radical. Tu passes d'un mec qui est 90% lunaire à un mec qui est 90% là, bien sur Terre, bien présent, bien maintenant. Et détaché en plus. Détaché, lâcher prise, et foi aussi. Puisque dans cette forme de présent, tu n'accèdes pas au bonheur si tu n'as pas foi, si tu n'as pas confiance en la vie, confiance en toi. Si tu t'es incarné là, ne va pas croire que c'est par hasard. Donc moi, personnellement, je ne crains pas ma vie, je n'ai pas à craindre ma vie, je me fais confiance. Et donc qu'est-ce que j'essaie de te dire finalement? J'essaie de te dire que il faut faire un retour vers nous. Retourner finalement au mini-traumatisme de l'époque, regarder, scruter nos fonctionnements, voir comme ils sont risibles et improductifs et involuants, et les remplacer, une fois qu'on les a vus, par des choses positives. La question n'est pas de ne pas se conditionner. Nous serons toujours conditionnés. Et heureusement d'ailleurs que mon ego était là quand j'étais petit pour le faire. Sauf qu'aujourd'hui, ces fonctionnements, quand ils s'est adapté, moi j'en ai plus besoin. Et c'est comme ça donc, avec cette histoire d'ego qui est sans arrêt surreprésentée et sursollicitée dans notre société, on est dans une bouillie. Dans une bouillie de projections, de sentiments, d'attentes, etc., etc. Donc tu fabriques des zombies. Tu fabriques des zombies complètement coupés de leurs émotions, qui nagent dans leur propre frustration. Et pour l'esclavage, eh ben, évidemment, si finalement quelqu'un a ton désir, que toi tu es soumis à ton comportement face à ton désir, et que quelqu'un possède ton désir, bah directement, comme je te le dis, il y a une forme, tu es esclave. Ah, on est avant tout esclave de notre propre comportement avant d'être l'esclave des autres. Et donc, tu vois bien que finalement, ça nous mène à comprendre le mécanisme du programme et à se déprogrammer. Tu comprends bien quand je prends conscience de mon comportement face à la télé, au programme de la télé, c'est pas les mêmes programmes, c'est les programmes que les autres veulent nous insuffler. Là, je te parle des programmes que notre ego nous insuffle. On sait comment on met des programmes, tu répètes, du stromboscope, etc. Donc ça, on sait neurologiquement comment on fait. Mais je te parle vraiment de ce conditionnement qu'on s'impose inconsciemment, que l'ego nous s'impose inconsciemment parce qu'on n'est pas capable de le conscientiser, de le voir. Et donc, tout ça, c'est hyper libérateur. Tu n'as plus toute cette charge mentale qui ne dépend pas de toi. Tu sais, le matin, je vois les gens, ils prennent un sac, ils mettent leurs projections dans le passé, leurs rancunes et leurs analyses, ils mettent leurs projections dans le futur, tout ça, ils mettent le contrôle dans le présent, et du coup, ils se lèvent le matin, ils mettent leur petit sac et ils sont déjà ultra chargés. Regarde comme les gens sont stressés le matin.
quand tu vas emmener les enfants à l'école, regarde dans quel conditionnement ils sont. Quand tu vas aller chercher à l'école, regarde dans quel conditionnement ils sont. Ils sont sans arrêt chargés. Qu'est-ce que tu veux t'entendre? Tu ne peux plus capter, être attentif à ce qui te traverse, à ton intuition, à tes synchronicités, à ce que te dit ton toi. Je sais pas comment t'appelles ça, mais de ce que tu entends quand tu es dans le calme. Euh, Pareil, absous de toute, toute... Tu comprends que c'est une question d'objectivité. Quand tu es dedans, dans ton conditionnement, tu n'arrives pas à te voir. Donc tu te mets à la troisième personne, au mode observateur, et là, tu es plus objectif, que tu n'es plus dedans. Tu comprends? Et c'est hyper important parce que c'est un point clé, et c'est d'abord la première des libertés. C'est de ne pas être esclave de soi-même. Et c'est pour ça que l'esclave ne peut pas être aboli en lui-même. Je te parle de cette forme d'esclavage, évidemment, si tu vois le crime contre l'humanité, évidemment. On peut essayer de l'abolir. Mais néanmoins, il y aura toujours, je pense, des esclaves d'eux-mêmes. Des esclaves de leur comportement, de leur désir, de leur passion, etc. Donc voilà, je pense que c'est une clé qui est hyper importante pour faire une introspection, se regarder la troisième personne et commencer à optimiser, à, à rendre plus performants nos schémas de pensée. Qui là, actuellement, moi, c'était zéro en termes de production. Voilà, donc la clé, finalement, c'est la clé de ce conditionnement. Donc tu vois bien que finalement, le malheur, comme je le disais, n'est qu'une déformation inconsciente du bonheur qui est toujours accessible, puisque finalement, si je ne suis plus sujet à mes comportements, je suis donc dans le présent, et si je suis dans le présent, je suis dans la plénitude, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de désir, et il n'y a pas d'ego. Voilà. Alors écoutez, n'hésitez pas à rebondir là-dessus. J'aimerais bien avoir votre avis. Évidemment, moi, c'est que de l'expérimentation. Mais vous savez que, comme dans la raison universelle et la déprogrammation du système, que j'ai trouvé, que j'ai construit tout seul, enfin tout seul, avec les frérots, tout ça, hein, c'est pas un travail seul. Mais la construction ne me vient pas des livres. Et bien là, c'est encore le même schéma que j'ai reproduit. J'expérimente et après, je regarde dans le passé si effectivement des gens y avaient pensé et si on disait la même chose. Et effectivement, il y a plus de 2000 ans, les gars, 2000 ans, donc c'est un boulevard. On est des putains d'amnésiques. Il y a 2000 ans, Épictète, Marc Aurèle, Sénèque euh, euh, faisaient l'essor du stoïcisme, qui est justement cette distanciation de ses émotions, ce lâcher-prise des choses qui ne dépendent pas de nous, et cette foi, cette confiance qui amène à une certaine plénitude et surtout à ne pas être chargé comme on l'est aujourd'hui. C'est, Comprenez que cet état de conscience dans le présent que je vous parle, sans projeter d'ego, etc., normalement, c'est notre état naturel. Sauf qu'il est venu se greffer parce que certainement que les sociétés connaissent ce processus, comprenez que c'est normalement un processus positif qui nous aide à nous adapter, mais mais le système finalement s'en sert dans un autre sens, il se sert de ce processus-là pour nous foutre dans la bouillie et esclaves de nous-mêmes. Voilà. J'ai fait le quart d'heure philo, je crois que j'ai tout fait, j'ai tout dit. C'était pas facile. Alors je vous dis à très bientôt. J'aimerais bien avoir des retours sur ce que vous pensez et si vous l'aviez vu comme ça et articulé, ou si vous connaissiez le stoïcisme, etc. Alors évidemment, tous les philosophes, les spécialistes de ce genre de concept, je ne suis pas du tout un spécialiste. J'ai juste, par curiosité, regardé les conclusions qu'ils avaient tirées il y a 2000 ans, et finalement, j'étais pas loin. Donc c'est quand même assez marrant de voir qu'il y a 2000 ans, à des endroits totalement différents, on s'est posé les mêmes questions, et on a réussi à avoir les mêmes réponses. Voilà, alors je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt.